Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à Droit à la parole. Aujourd'hui, nous allons évidemment nous concentrer sur le Grand Kasaï. Quand on dit Grand Kasaï, nous parlons des 5 provinces issues de ce qu'on a appelé les découpages territoriaux. Nous avons le Kasaï oriental, nous avons le Kasaï central, nous avons le Kasaï, nous avons le Sankuru et l'Omami. Ces 5 provinces sont, pendant que je vous parle, en train d'être visitées par le chef de l'État qui a commencé une tournée d'une dizaine de jours dans cette partie du pays. Ce qui a mis le focus sur le Kasaï, mais en même temps aussi, ça a soulevé un certain nombre de questions qui sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de faire des analyses idoines. Pour parler de cette visite, vous en avez suivi dans l'actualité, mais nous allons nous intéresser dans un temps record au développement du Kasaï et à des initiatives qui préexistent à l'arrivée du chef de l'État. Donc, il y a eu quand même des gens qui se sont concertés pour pouvoir réfléchir parce que les rapports PNUD qui étaient sortis en 2019 disaient que le Kasaï était l'épicentre de la pauvreté au pays. Et le président, dans sa visite, il n'a pas été démenti par les faits qui lui ont montré que, évidemment, cette partie du pays connaît, en tout cas, des grandes souffrances. C'est aussi vrai que cette souffrance est beaucoup partout aussi. Nous sommes un pays pauvre, post-conflit, un pays du tiers-monde. Il est donc normal que nous ayons, malgré tout, des grands problèmes. Pour parler du Kasaï, parler du projet, des projets intégrateurs de cette partie de la République, j'ai le plaisir de recevoir un homme que vous connaissez, M. Kalala Chambouyi. Bonsoir. Bonsoir. M. Kalala Chambouyi, vous avez été au cœur de mon parcours professionnel parce que la première émission que j'ai faite de Droit à la parole en 1997, cette émission, je l'ai faite sur fond de votre propre discours à l'université de Kinshasa. À ce moment-là, vous êtes à la tête d'une délégation pour expliquer aux Congolais, aux jeunes, c'est quoi la FDL et qu'est-ce qui motivait la révolution de cette époque des musées. Ceci me permet de vous présenter en fait. Vous êtes ce qu'on peut appeler un activiste, un militant de la démocratie. Vous vous êtes battu pendant très longtemps dans le mouvement démocratique en Europe, en Afrique. Vous êtes un lumumbiste parce que un homme de gauche, un peu même plus que marxisant. Vous avez été dans le cœur de toutes les transitions dans le pays parce que vous avez participé à l'accord de Lusaka. Vous étiez à Sun City. Vous êtes revenu et vous avez participé au mouvement d'appui à la démocratie. Et vous avez donc continué à vous battre à titre individuel par conviction sur ces grandes questions de démocratie. Merci donc de m'honorer encore. Je crois que plus de 20 ans après, de vous recevoir sur ce plateau. Aujourd'hui, je vous ai appelé à double titre. D'abord en tant que démocrate, mais aussi en tant que Kasaïen. C'est rare que l'on évoque les gens en fonction de leur province, parce qu'on estime qu'ils doivent s'amender et sortir de leur appartenance ethnique. Mais je vous appelle parce que c'est une grande zone de misère. La démocratie et le développement vont de pair. Vous avez suivi vous-même le voyage du président de la République dans cette partie du pays. Vous avez eu un écho de ce qu'il a vécu. Quelles sont, selon vous, quelle est votre lecture d'abord de ce voyage? Est-il venu très tôt ou trop tard? D'abord, merci pour m'avoir invité, parce que toujours est-il que pour les jeunes et pour les autres, il faut qu'il y ait plus de débats sur nos questions de société et d'autres. Ça nous permet de pouvoir avoir quand même des orientations, que les gens se retrouvent et des repères. Et pour cela, je crois que vous faites bien votre travail professionnellement et même d'une manière aussi patriotique. Merci. Le voyage, je crois que c'est aussi très normal que le président puisse aller au Kasaï, puisqu'il a été aussi ailleurs, d'une part. Et d'autre part, je crois qu'il était aussi beaucoup plus attendu au Kasaï, parce que
d'une manière ou d'une autre, électoralement, ça consistait, quand il était élu comme député, comme étant sa circonscription électorale. Il a été élu député à Mbujimaï. Donc ça montre très bien qu'il a quand même, si vous voulez, des assises dans cette province. Mais maintenant, je vois que les attentes étaient beaucoup plus même que ce qu'il pouvait s'imaginer. Parce qu'il faut situer un peu les choses, que tout le pays, le président, il arrive au pouvoir dans des conditions quand même assez critiques, parce que le pays traverse une crise socio-économique et même politique pendant plusieurs années. La question de l'État n'a jamais été réellement résolue, malgré toutes les négociations que nous faisons. Mais en plus de cela, avec le déficit et la dégradation des infrastructures économiques et sociales, n'importe quel président qui arrivera au pouvoir, maintenant au Congo, se retrouvera quand même devant un problème très sérieux. Bien entendu, quand le président arrive, il y a quand même des dossiers brûlants, notamment de l'Est, avec tout ce qu'il y a comme les conflits armés, avec les terrorismes qu'on connaît là-bas. Il faut aussi voir la pression de Kinshasa, parce que Kinshasa, avec ses 10 millions, et il y a des institutions, il y a une pression permanente. Et puis, il faut voir aussi les problèmes tels que la crise sanitaire qui vient s'ajouter. Donc, c'est quand même un contexte assez difficile. Pendant ces temps, au Kasaï, les gens s'attendaient aussi qu'ils puissent faire quelque chose. Bien sûr, je crois que c'est quand même symboliquement qu'il part, parce qu'il ne va pas faire des miracles. Il faudra que nous disions aux gens, très certainement, un président au Congo, après tous les temps que nous avons connus, qu'est-ce qu'on lui demande plus? On lui demande plus qu'il y ait un espace démocratique. On demande plus qu'il y ait relativement la paix. Maintenant, pour le reste, il va falloir que les Congolais s'appliquent. Et aussi, il faut dire que le Congo comme tel, parfois les gens font une erreur. La nation congolaise, elle est à construire, elle est en train d'être construite. Mais elle est composée de quoi? Elle est composée aussi des entités qui sont culturelles, les entités qui sont administratives et autres. Et il va falloir aussi qu'à ce niveau-là, les gens puissent prendre des responsabilités pour travailler aussi sérieusement. Maintenant, bien entendu, on demande que le chef de l'État vienne booster un tout petit peu toutes ces initiatives, voir un peu ce qu'il faut pouvoir faire. Mais il faut dire quand même que le Kasaï, comme vous venez de le dire, ce n'est pas seulement la question socio-économique. Il y a aussi un problème très sérieux d'une crise politique. Toutes les directions des 5 provinces sont en crise. Sont en crise, sont décapitées. Et qu'est-ce que vous allez demander au président de faire s'il n'y a pas de direction provinciale? Tous les gouverneurs étant soit en ballottage, soit en intérim. Oui, mais ce qui fait que même pour gouverner, ça pose des problèmes très sérieux. Et donc, passer là-bas et aider à la fois à ce que, administrativement, que les gens retrouvent un peu des esprits pour s'organiser, et aussi, du point de vue des citoyens, qu'ils acceptent certaines orientations, et ça, c'est très important. Je vais vous poser une question d'ordre philosophique un peu. Quand je regarde les attentes qui pèsent sur un chef d'État, c'est tout le nôtre, je regarde le système aussi qui est comme démocratique. Le système démocratique, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est que le peuple se prend en charge pour assumer ses propres besoins. J'ai l'impression qu'il survit dans notre culture, dans notre vécu au quotidien, l'idée du chef, un héros, que le chef est un super-héros, que le chef de l'État même, on a l'impression qu'on attend de lui qu'il amène des solutions. C'est quand même contradiction entre le peuple qui est le détenteur du pouvoir et les chefs qui doivent amener des solutions. Les gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il doit nous amener des solutions. Sinon, ce n'est pas possible. Quelle notion de pouvoir nous avons?
Quel regard le peuple a par rapport à ses dirigeants? Est-ce que nous sommes toujours en démocratie? Ou bien nous sommes dans un besoin de monarchie qui ne dit pas son nom? Même s'il y avait une monarchie, on ne peut pas résoudre un problème si jamais toutes ces entités n'ont pas un sens de responsabilité. La question d'abord, quand on dit chef de l'État, c'est les pouvoirs publics. Or, les pouvoirs publics, on le voit qu'ils sont organisés, si vous voulez, d'une manière centrale, mais aussi descendre, si nous prenons du côté de la ville, jusqu'au niveau des quartiers. Parce que c'est à ce niveau-là qu'ils fédéralisent, qu'il y a le consensus pour le travail dans l'ensemble. Et donc, la question de la démocratie aujourd'hui, c'est pour pousser à ce que les gens s'auto-organisent. Puisque il est vrai que tous les temps passés, et les élites congolaises et les autres sont en train dans une procédure d'infantilisation. Il y a un député qui arrive pour arranger les gens, puisque les élections vont venir en 2023, et il commence à promettre telle autre chose. C'est comme si lui, il a des clés pour pouvoir aller à ce moment-là. Même le sens politique n'est pas là. Là, ça montre que les idées sont encore immatures du point de vue de la démocratie, du point de vue de la gestion de la société moderne. C'est immature. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des individus, mais on a affaire à ce qu'il y ait des collectifs à des différents niveaux qu'on organise, et même du point de vue de pouvoir, c'est organisé aussi de cette manière. Alors, il faut dire que ça s'adresse pas seulement à la population, mais à la mais classe ça s'adresse politique aussi à différentes élites. Parce que la tendance, c'est d'aller infantiliser les gens. Dire aux gens, mais quand vous descendez, oui, allez, il faut aider et tout. Mais, et en plus, Willy, je dois vous dire des choses qui me choquent. Quand les Européens parlent des actions humanitaires, c'est une idéologie qu'ils font en dehors de chez eux. Quand les Français sont là, c'est la solidarité avec les Français, dans le pays. Et c'est quand ils sortent, ils vont vers l'extérieur, qu'ils parlent à titre humanitaire. Alors, maintenant, chez nous, ici, au lieu même de s'organiser, comment la solidarité organique se fait pour que les gens arrivent à résoudre des problèmes? On sait même en tête qu'il y a de ce qu'on doit faire à titre humanitaire. Mais alors, tout le monde devient des bonobos. Nous ne sommes pas des bonobos. Nous sommes des humains à qui on doit parler et qui doivent aussi prendre conscience pour s'auto-organiser. Si je comprends bien, nous allons revenir au Kassai tout à l'heure, parce que vous dites là est très important. Vous dites que nous avons une perception de l'humanitaire qui en réalité est une perception en contradiction avec le désir de solidarité. Alors ça devient donc très grave. Quels sont les facteurs de développement de cette déviance? Qu'est-ce qui fait ça? Bon, ça c'est très simple aussi à comprendre. Hein. C'est-à-dire que les gens, dans leur tête, ils dépendent toujours de l'extérieur. Et lorsqu'il faut pouvoir parler des économies, eh bien, ils vont aller s'adresser au FMI, ils vont aller s'adresser au PNUD et autres. Ce sont des experts extérieurs qui viennent. Mais là, lorsqu'il y a un problème de santé publique, c'est l'OMS qui est au centre. Lorsqu'il y a une catastrophe quelque part, c'est des ONG humanitaires qui arrivent. Ce qui fait qu'à la fin, la responsabilité de nos communautés, de nos pouvoirs, disparaît et on devient comme les relais. De cette idéologie-là de l'humanitaire. Voilà, ça devient comme des relais, parce que quand ils disent l'humanitaire, ça veut dire que ce n'est pas le pouvoir congolais. Ça veut dire que le peuple congolais s'organise. Ça veut dire que ça vient d'ailleurs avec l'idéologie humanitaire. Nous revenons donc au Kassai, M. Karala Chamboui. Quand le président rentre en Bujumaï, il va à Kabiakamanga, il est arrivé lui-même à Kabinda après 10 heures de route. On se rend compte que cette partie du pays n'a pas d'infrastructure et pourtant il est censé quand même reconnaître, on doit quand même reconnaître qu'il y a beaucoup d'intellectuels, une grande élite nationale qui se reconnaît de cette partie du pays. On peut se demander aussi, est-ce que
les Kassaïens, dans leur ensemble, ont déserté de se poser des questions sur leur province? Bon, je crois que la question que vous posez, c'est une question d'autocritique, même pour nous tous. Ouais. Parce qu'en fait, pour la plupart des Kassaïens, il ne faut pas quand même oublier qu'ils se sont toujours présentés comme les nationalistes, en fait. Et alors, quand ils font leur projet, ils voient que chez eux, ils vont avoir des retombées de ce que le Congo va être. Donc, ils ont pensé d'abord Congo dans l'ensemble, et que quand c'est le Congo va être bien, qu'elles seront bien. Mais en même temps, c'est une erreur aussi. Pourquoi? Parce que le moteur naturel, un système naturel qui produit de l'énergie, qui donne à l'extérieur, il doit d'abord être en mesure de conserver ce qui lui permet de tourner. Et puis après, c'est l'excédent qui lui donne à l'extérieur. Or, du point de vue des ressources humaines, eh bien, c'est contre nature ce qui se passe dans la zone Kasaï, parce que les gens ont donné plus de ressources qu'ils ont à l'extérieur qu'ils ne l'ont pas chez eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait un débat qui n'est pas seulement Kasaï, mais aussi qui est dans l'ensemble. Ça veut dire que, est-ce qu'on va être en mesure de voir responsabiliser des personnes, des communautés, pour résoudre des problèmes matériels, ou bien on va leur dire que tout est économique? Puisque les économistes ont exagéré. Quand ils arrivent quelque part, ils disent, ok, comme maintenant, ça va aller bien, quand nous aurons, si vous voulez, les entreprises, on cherche les investisseurs, et puis la vie va s'organiser autour. Mais ça, c'est un schéma colonial. Le schéma colonial, lorsque Léopold II a eu cet espace, eh bien, il s'attendait avec les hommes d'affaires, on donnait des concessions aux entreprises et on laissait les entreprises pour organiser ce qui était autour. Mais il y a les revers de médaille. Quand cette entreprise n'aura pas d'intérêt, quand il n'y aura pas ça que ça fait, ça veut dire qu'il part, ça reste là. Ils vont partir. Et nous tous, je crois que nous sommes en train de subir ça. Parce que si la vie au Katanga, autour de l'union minière, la vie au Kasaï, tantôt la Miba, tantôt un peu de Kotongo, bon, et que quand ces sociétés, pour une raison ou une autre, ne vont plus continuer à travailler comme il le faut, eh bien tout tombe. Je crois que cette vision-là qu'il faut pouvoir revoir dans l'ensemble. C'est-à-dire que nous avons besoin de ressources humaines pour que les gens qui sont là soient organisés et pour qu'ils prennent quand même en charge des choses. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, même le président, il a déjà entendu de Kassaï, heureusement qu'il a bien répondu à cette question-là. Puisqu'il y a quelque part où on lui demandait s'il n'y avait pas de résoudre le problème des individus dans leur maison. Il dit, ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Mais ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas question seulement de l'argent. Ce n'est pas question... Aujourd'hui, le point central que je peux me venir, là, il faut que je vienne avec vraiment des précisions. Les élites congolaises n'ont pas encore compris ce que c'est le pouvoir public. L'économie, le social et tout, tourne autour du pouvoir public. Même dans nos pays de tiers-monde et autres, qui est le plus grand employeur? C'est avant tout le pouvoir public, c'est avant tout l'État. Alors, si on laisse tomber ça, on pense qu'en venant tout simplement avec de l'argent, et même cet argent, dans le Kasaï, il y a eu le temps où il y avait des millions par mois, hein. Mais ça n'a pas résolu les problèmes des infrastructures. Et donc, là, il va falloir voir la position des pouvoirs publics à la base, hein, pas seulement dans les grands ministères, mais aussi au niveau des territoires, au niveau des communes et autres, comment ça fonctionne, et responsabiliser les gens là-bas. C'est d'ailleurs avec regret, j'étais dans les négociations de Sun City, quand on a demandé que le cycle électoral arrive aussi pour des localités, des bases et consorts, et depuis que nous sommes sortis de là, on n'en a pas encore fait. Ce qui donne la difficulté d'avoir ce qu'on appelle les leaders locaux. Nous n'avons plus de leaders locaux à cause de cela. Or, à ce moment-là, ça va être très difficile. On ne va pas seulement à partir de Kinshasa organiser ce qui doit être fait au niveau du village. Alors, évidemment, dans le cadre de cette émission, il y a tellement de choses à évoquer, mais j'aimerais quand même sauver l'essentiel dans notre discussion. C'est que j'ai appris qu'avant que le président n'aille là-bas,
ça fait 2 ans que vous travaillez sur la conférence de développement sur le Kasaï. Cette conférence n'a pas encore eu lieu. Il y a eu quand même quelques tentatives. Hein. J'ai vu quand même des orientations à l'hôtel Fleuve Congo. Il y a eu quelques gens qui se sont réunis. Mais chaque fois que je vous parle de ça, vous dites qu'ils se prennent mal. Chaque fois que je vous demande, vous dites non, ce n'est pas de cette manière-là. Vous avez donc une façon d'aborder cette question. Alors, l'occasion vous est donnée. Comment on aborde finalement cette question du Kasaï dans le cadre de vos réflexions et de vos contacts? Non, d'abord, nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait un consensus entre les élites en ce qui concerne la prise en charge des problèmes de nos communautés de base. Puisqu'un des problèmes, c'est que nos communautés de base doivent être responsabilisées. Il n'y aura pas de gens d'ailleurs qui viendront faire quelque chose là-bas. Et donc, je vois que le consensus continue relativement bien. Maintenant, la deuxième chose, c'est que la conférence dont nous parlons, à la différence des autres, le terme ou le concept développement, ça vient brouiller un peu le tout. Parce que quand quelqu'un il fait une conférence pour parler qu'il va probablement donner un peu de l'eau là-bas, il va parler de développement. Bon, il y a un peu de tout là-dedans. Non, non. Ici, la question qui est fondamentale, c'est de dire, dans une certaine entité, prenons même comme entité de Kasaï oriental, quelle est la situation réelle qui est là? La situation réelle qui est là, c'est qu'il y a un chaos d'organisation. La communauté n'est pas du tout organisée. Les pouvoirs publics, on est descendu, on a discuté. On vous dit par exemple que nous avons 38 000 fonctionnaires, mais ces 38 000 fonctionnaires, plus la moitié, sont déjà à l'âge de retraite, et que plus de 48 chefs de division, rares sont ceux qui ont des bureaux. Donc ça voudrait dire que d'abord le pouvoir public pour organiser, il est absent. Alors, or, si le pouvoir public est absent, c'est qu'il y a un fossé entre le pouvoir public et la population. Donc, le minimum, si vous faites un projet, le minimum de projets qu'il faut pouvoir faire, il faut quand même compter sur les contributions que les gens qui sont là peuvent le faire. Or, les contributions ne peuvent venir que par les taxes. Mais s'il y a ce fossé entre les populations et le pouvoir public, le minimum ne sera pas venu. Moi, j'étais vraiment embêté de trouver que la mairie de Mbujimaï, les toilettes ont été construites par le MONUSCO. Si la mairie ne peut pas mobiliser l'argent pour ces toilettes, alors vous comprenez que finalement, ça va être quelque chose de plus important. Donc, cette conférence, c'est une conférence à la recherche de consensus sur les grandes orientations. C'est-à-dire la question telle que le pouvoir public, relation avec la population, la question même, il faut dire les choses telles qu'elles se passent, les corps intermédiaires. Les élites congolaises et les autres, quand ils voient les Congolais, ils voient que des individus. Ah non, on ne va pas résoudre le problème seulement avec les individus. Comment est-ce que les individus sont organisés dans les collectifs? Hein, tout ce qu'on a comme des outils, de médias, tout ce qu'on a comme des associations. Vous allez vous adresser aux paysans, chaque paysan individuellement, ou bien il y a une association de paysans. Donc il y a quelqu'un qui disait, d'ailleurs, ça se dit souvent que les Kasaïens sans doute sont intelligents, mais ils ne savent pas travailler ensemble. Ils n'ont jamais découvert la beauté, la force du collectif. C'est votre avis? Bon, les gens exagèrent un peu aussi, puisque les Kasaïens ici, j'ai été dans plusieurs villes congolaises, un peu ailleurs, eh bien, ils sont organisés dans des associations et autres. La difficulté qu'il y a, c'est que les types de climat qui existent dans l'organisation du travail, eh bien, il y a un peu de tout. Il faut dire que les Congolais, en général, ils sont restés longtemps sans s'habituer à s'organiser. Tous les régimes dictatoriaux, là, il ne faut pas les sous-estimer. C'est qu'il y a comme l'impact négatif. Hein. Donc, on a détruit vraiment... Oui, les gens n'ont pas vraiment le réflexe de consensus, de travail. Imaginez, je prends un exemple simple, que au Kasaï oriental, il y a un corps électoral qui est 24 députés. Si c'est 24 députés, il y a la majorité d'un parti sur les deux PES. Eh bien, quand on présente les candidats, rien que ceux qui se disent même de l'UDPS sont 16.
pour un poste. Non, ben c'est pour dire à peu près comment le groupe lui-même a dit faire le débat interne pour voir comment ils doivent être représentés au niveau de ce pouvoir-là et consorts. Mais ce que vous trouvez à ce niveau-là, vous les trouvez aussi un peu ailleurs. Puisque aujourd'hui, sur 26 provinces qu'on a, les 14, il y a toujours le problème de direction. Donc, ce ne sont pas seulement les Kassaïens, je veux dire. C'est partout. Ouais. Alors, votre conférence, vous dites qu'il fallait d'abord chercher les consensus sur les grands principes. Mais ça c'est pas ça qui développe la province. Vous ne vous arrêtez pas là, à ça. Non, c'est ça le problème. Le problème, c'est celui-ci. Ce que nous avons, c'est comment est-ce que les populations de l'endroit se mobilisent pour travailler. Or, ces populations-là ne peuvent pas se mobiliser s'il n'y a pas de consensus lequel il faut pouvoir travailler. Et ça, c'est... Et comment on obtient ces consensus, justement? Ah, voilà, c'est ça, justement. C'est ça, justement. Dans la préparation de cette conférence, bon, on l'appelle conférence comme ça, mais ça peut aussi s'appeler des assises. C'est-à-dire qu'il y a une préparation sur les sujets les plus importants qu'on veut que ce soit discuté, notamment, est-ce que, à mon point de vue, ça c'est mon point de vue personnel, moi, quand je prends cette partie de territoire ou bien de province et tout ça, il y a une crise. Le plan qu'il faut avoir là, ce n'est pas le plan de développement, comme les autres le disent. Je crois que nos économistes nous induisent en erreur. C'est un plan de sortie de crise, donc des urgences. Et quand vous avez le plan de sortie, après vous avez le plan du développement. Mais du moment où les gens, il y a un déni, ils ne veulent même pas accepter qu'il y a la crise. Donc vous n'aurez pas un plan de sortie de crise. Nous sommes avec les Occidentaux tout le temps ici. Oh, et crise monétaire, crise sanitaire. Quand ils le reconnaissent, et parallèlement, ils ont un plan de sortie de crise. Mais si nous, on dit qu'il y a des crises, les gens refusent. Et après, ils parlent de développement. Mais bon, ça pose problème. Alors, rentrons un peu dans la description de la crise au Kasaï. Vous la situez à quel niveau? Vous avez déjà cité un tout petit peu l'absence de pouvoir public, c'est vrai, ou l'inefficacité, mais autre chose qui peut alimenter... D'abord, quand on parle de crise, c'est-à-dire que il n'y a pas le fonctionnement normal d'une société moderne dans certaines conditions. Le minimum qu'il faut avoir, vous avez de l'infrastructure routière, avec des dessertes agricoles, vous avez les gens qui travaillent, et puis le minimum qu'il y a, vous pouvez avoir éventuellement des établissements sanitaires qui prennent en charge exactement. Le minimum qu'il faut avoir, c'est qu'il y a quand même les écoles, et les écoles publiques notamment, pour pouvoir... Et puis, vous pouvez avoir, si vous voulez, des repères et vos statistiques. Alors, or, quand on prend même ce qui vient de l'extérieur de plus des consorts, on trouve qu'on est en dessous de la moyenne nationale dans l'ensemble de ce qu'on a cité ici, que ce soit du point de vue de la production des paysans, que ce soit du point de vue sanitaire. Alors, c'est ça la crise. Ajoutez à cela la question que les pouvoirs publics est absent. Et même, ils le reconnaissent. Tu vas trouver une grande ville, une grande commune comme Bipemba. À l'époque, je crois que c'est à peu près 900 000 personnes. On lui pose la question de bourgmestre. Le budget de combien? Il parle de $1 500. Mais vous comprenez? Non, mais rien que des chiffres là, ça $1 500 comme budget pour la commune de 900 000 personnes. Oui. Alors, là, tout de suite, vous comprenez qu'il n'y a pas. C'est ça qu'on appelle crise. Et les gens, pourquoi les gens ici, quand ils parlent de crise, ça leur pose le problème parce qu'ils prennent seulement des crises politiques au niveau de l'État, voilà, et tout ça à un niveau élevé. Non. Vous avez aussi les dimensions des crises. Vous avez aussi circonscrire les crises. Donc c'est ça qu'il faut. Le président, en allant vers ses compatriotes dans les Grands Kasaï, il va à la rencontre de la crise. Ah oui, absolument. Voilà. Donc, même lui, pour pouvoir aider cette population, il doit non seulement faire des actions ponctuelles comme il est en train, mais il faut qu'il développe aussi une sortie de crise. Moi, je pense que le retour de là, c'est valable pour d'autres coins, mais le retour du Kasaï,
on a absolument une réunion de consensus et des représentants des pouvoirs publics et des notables et autres pour vraiment s'entendre sur le consensus de sortie de crise. Même si on a 5 provinces, ça ne dérange personne. Nous pouvons avoir les pouvoirs publics de ces 5 provinces, accepter le principe de communauté des provinces et à trouver certains projets qui peuvent être faits ensemble et y travailler. Parce que si ce n'est pas ça, on va lui demander quoi? On va lui demander que lui, tout seul, se mette à trouver des moyens pour... C'est impossible. Moi, je crois que tout ce que je peux demander au président, c'est qu'il accepte qu'il y a une crise là-bas, qui est local aussi. Il y a aussi partout des crises aussi. Quand il fait, on a l'état de siège à Bénin, c'est une crise sécuritaire. Donc, comme là, il y a une crise sociale, mais il va falloir qu'on arrive à s'asseoir et trouver un schéma, parce qu'à chaque crise, il faut un plan de sortie de crise. Hein? Et avec, sur le plan de sortie de crise, eh bien, que les gens travaillent. Parce que les gens ont besoin de quoi? Les gens ont besoin, pas nécessairement que vous le donnez à manger tout de suite. Non. Ils voient comment est-ce que nous allons nous en sortir. Où est-ce que nous allons et qu'on sort? C'est ça que les gens ont besoin. Hein? Ils n'ont pas besoin tout simplement qu'on leur dise que demain... Non. On dit, voilà le plan que nous avons, voilà votre place, voilà ce que vous pouvez faire. Et là, on a, que ce soit du côté des gouverneurs, que ce soit du côté des autres, ce qu'on appelle des sociétés civiles et autres, et que tout le monde voit un peu ce qu'il peut faire. Moi, je crois qu'il y a aussi un problème, puisque nous n'avons pas encore expérimenté ça correctement. Vous savez qu'avec les régimes que nous avions, comme les gens ne voulaient pas aussi reconnaître des crises, et donc il ne faut pas avoir le plan de sortie des crises. Et même s'il y a des plans de sortie de crise, quand elles sont importantes, c'est l'extérieur qui organise. Or, l'extérieur a son niveau. Pour qu'il puisse s'inviter à vous organiser, il faut que vous soyez au niveau le plus bas. Puisque quand vous allez voir l'humanitaire, s'il ne voit pas des cadavres abandonnés, ils ne sensibilisent pas. Ce n'est pas leur problème, parce qu'ils disent qu'il y a des grands problèmes ailleurs. Mais nous ne devons pas avoir ce niveau-là. Nous devons avoir un autre niveau d'appréciation. Et ce qu'on peut faire pour le Kasaï, je pense qu'on peut aussi le faire ailleurs. Mais je crois que le président il a bien fait d'y aller. Et maintenant, le débat doit se faire très correctement. Je voudrais évoquer 2 personnalités qui nous ont quittés cette semaine. Des intellectuels, l'un du Kasaï, l'autre à l'étranger. Nous venons donc d'apprendre le départ de Monseigneur Tarsis Tshibangou Tshishikou, qui a été d'ailleurs évêque en Bujumaï, qui est le recteur magnifique, qui a travaillé effectivement dans le développement de cette province, mais aussi Desmond Tutu, qui a été aussi au cœur d'une autre société en crise. Ces 2-là sont des prélats, mais vous, M. Kalachimoui, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel témoignage vous avez de ces 2? Parce que vous les avez quand même fréquentés. Non, bon, il faut d'abord dire que pour notre aîné de l'Afrique du Sud, Desmond Tutu, c'était le fait aussi le plus ardent dans la lutte anti-apartheid. Et ça a été une fierté de tous les Africains et de pouvoir voir que nos frères sud-africains et nos sœurs se sont mis debout pour dire mettre fin à ce régime-là. Et je crois que le monde est en train de reconnaître le mérite de cette lutte-là. On le remet très bien. Je crois que le 1er janvier, il va être enterré. Je crois que ce sera quelque chose aussi. Monseigneur Tshibangou, moi personnellement, je l'ai aussi déjà rencontré. C'est mon aîné. Et à l'époque où nous étions jeunes, il faisait notre fierté. Et du fait qu'il était reconnu de son intelligence et de tout ça. Et bon, même déjà un peu fatigué, il avait toujours un peu une oreille attentive de comment ça se passe au niveau de la société, qu'est-ce qui pouvait être fait. Mais il faut aussi dire des choses assez importantes. La première, c'est que nous avons besoin de profiter de nos personnalités quand elles sont vivantes. Puisque quelqu'un comme Tshibangou Tshishikou, à son temps fort, avec tous les débats que nous parlons de consensus là,
ils pouvaient bel et bien, si vous voulez, diriger une rencontre à la recherche de consensus qui pouvait être une question, ça pouvait être assez bien. Mais bon, n'empêche que nous continuons à le pleurer, mais à sa mémoire, je crois que nous allons continuer aussi à avoir le combat. En tout cas, nous profitons de vous en tant que vous êtes encore en vie. Nous souhaitons vraiment de rester longtemps sur la terre des hommes et de continuer à travailler. Nous vous souhaitons surtout aussi une très bonne année 2022. Nous espérons que ceux qui nous ont suivis ce soir ont compris que le Kasaï était juste pour nous un prétexte d'abord pour pouvoir parler du pays. Parce que la crise n'est pas qu'au Kasaï, la crise est dans tous les pays et il ne faut pas focaliser seulement sur le Kasaï. Et que pour sortir de toutes ces questions-là, il faut un consensus sur les sorties de crise. Nous sommes en crise. Alors commençons par le reconnaître. Peut-être que demain nous aurons la possibilité de nous en sortir. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un professionnel à droit la parole ce soir. Nous espérons que vous avez été nombreux à suivre cela. En tout cas, pour tous nos téléspectateurs qui sont dans les Grands Kasaï, nous vous souhaitons de prendre conscience du consensus. Il faut que les communautés de base, que les Bénins, les Bakwa, qui se mettent ensemble pour se dire qu'est-ce que nous faisons ensemble pour résoudre les problèmes qui se posent à nous en tant que communauté. La communauté nationale est composée de communautés locales et si les communautés locales ne sont pas organisées, eh bien le chaos sera national. Au revoir et à la prochaine.